Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Filles du Monde. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique qui est la santé des femmes avec notre invitée du jour. Bonjour Emma. Bonjour Abby. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de commencer, je te propose un petit quiz. Ok. Donc tu auras le choix entre deux options. Ok. Alors, t'es prête? Oui, let's go. Généralement, ce genre de jeu... Mais ça va aller. Super. Alors, Dakar ou New York? Dakar. Dakar ou Bali? Dakar. Dakar ou Accra? Dakar. Voyage en groupe ou en solo? Petit groupe. Tout petit. Pas solo, mais tout petit groupe. Ouais. Tu es plutôt livre ou série? Série. Plutôt une lève-tôt ou une couche tard? Il n'y a pas l'option couche-tôt, lève-tard. Bon, à choisir, je dirais une couche tard. Je suis absolument pas lève-tôt. Non. Je suis pas du matin. T'es plutôt Instagram ou TikTok? Instagram, complètement. Plutôt Instagram ou YouTube? Je consomme beaucoup YouTube, moi. Insta, quand même. Et si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Ah, si je pouvais me téléporter pour éviter de prendre l'avion. C'est que là, ça coûte moins cher. Ah ouais, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Ah ouais, ça serait cool. Merci Emma. Avec plaisir. Donc, comme tu sais, la marque Filles du Monde, notre objectif, c'est vraiment de connecter les femmes dans le monde entier. Et donc, dans le précédent épisode, on avait interviewé Oulimata et qui nous avait partagé une phrase de sa grand-mère qui disait avec de la détermination, une femme peut aussi bien réussir qu'un homme. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'avec de la détermination, effectivement, une femme peut tout autant réussir qu'un homme. Après, de manière générale, je pense que chaque être humain, avec de la détermination, peut réussir. Après, effectivement, les femmes sont confrontées à différents défis dont on va parler, j'imagine. Donc, il faut peut-être un peu plus de discipline et d'endurance et peut-être de confiance. Mais ouais. Mais c'est possible à ton sens? Bien sûr, complètement. Et donc, du coup, ça fait lien avec la suite. Certains te connaissent, d'autres pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis Emma, donc Girl Around Africa sur Instagram. J'ai 31 ans. Je suis franco-panafricaine. J'aime bien me définir comme ça parce que du coup, je suis nigérienne, mais je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi au Cameroun, au Sénégal, en France et au Canada. Et voilà, je suis installée entre Dakar et Paris. Et j'ai différentes casquettes professionnelles dont on parlera. Tu voyages pas mal. Tu nous as parlé de ton pseudo Instagram, donc Girl Around Africa. Pourquoi Girl Around Africa? Alors, pour deux raisons. La première, tout simplement moi, puisque je voyage, je suis créatrice de contenu voyage, du coup, je voyage dans toute l'Afrique, donc tout simplement une fille autour de l'Afrique. Et la seconde raison que peu de gens savent, c'est que je me suis toujours dit que j'aimerais qu'un jour ce média, parce que pour moi, une page Instagram, c'est un média, défendre une cause plus sociale à un moment. Et du coup, dans mon esprit, vu que je travaille dans le secteur de la santé des femmes, en plus des autres activités que j'ai, l'idée, ce serait un jour de pouvoir, de manière très concrète, porter des projets pour les femmes en Afrique. Donc, voilà pourquoi il y a ce nom aussi. Les jeunes filles, plus particulièrement. D'accord. Et tu as commencé la création de contenu à partir de quel moment? Pendant le confinement. Voilà. Donc, tu avais du temps, donc tu t'es dit pourquoi pas Exactement. En réalité, j'avais commencé un petit peu avant, mais pas du tout de manière sérieuse. Je voyageais, je documentais à mes proches, tu vois, mon profil il était même en privé. Mais effectivement, quand il y a eu une Covid, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, j'étais au Sénégal, les frontières étaient fermées. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que le Sénégal développe davantage son tourisme interne. Donc, j'ai pris ce créneau et j'ai commencé comme ça. Donc, du coup, le Covid a eu
un bon effet. Ça a développé Oui, ta oui, oui, créativité. complètement, Et ça t'a complètement. poussé du coup à Ouais. aller vers quelque chose que tu n'aurais peut-être pas fait. Ouais, non, complètement. En fait, ça te met, je pense que pour beaucoup de gens, hein, ça met au pied du mur. Donc, tu es obligé de trouver, d'être plus créatif dans ta vie ouais, de te diversifier. Et est-ce que tu voyages uniquement en Afrique ou est-ce que tu voyages en dehors de l'Afrique? Non, je voyage en dehors de l'Afrique, je voyage partout. Après, mon intérêt, vraiment, il est porté sur l'Afrique depuis de nombreuses années. Donc, naturellement, c'est là où je préfère voyager, donc je voyage plus ici. Mais si j'ai envie de découvrir un nouveau pays ailleurs dans le monde, j'y vais aussi. D'accord. Et c'était quoi ton dernier voyage? J'étais à Bali il y a 10 jours. Waouh. C'était cool, hein. C'était ma première fois en Asie, tu vois. Ah, super. En fait, j'avais jamais fait du coup l'Asie et j'ai jamais fait l'Amérique latine. Je me suis vraiment concentrée sur l'Afrique et toujours concentrée d'ailleurs. Mais là, j'avais quand même envie de changer. Emma, tu voyages beaucoup et quand on suit ton compte, voilà, ça nous fait rêver. On se dit, voilà, c'est super, elle voyage dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu voyages autant et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, à la base, je pense que j'ai un petit peu la bougeotte, puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu dans plusieurs pays différents depuis que je suis toute petite. On déménageait en fait tous les 3 ans. France, Afrique, donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en France et au Canada. Et forcément, quand tu fais presque 14 déménagements dans ta vie, t'as un petit peu la bougeotte, tu vois. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Après, j'ai continué, bien sûr, en parallèle et après aussi, personnellement, à voyager parce que j'ai cette soif d'apprendre, tu vois, cette curiosité. Je me dis, ça serait dommage, vu comment notre terre est grande et belle, de rester juste chez soi ou dans sa région avec sa propre culture, des personnes qu'on connaît, etc. Je trouve que le monde a beaucoup à offrir. Donc, moi, je me nourris beaucoup de ça. Tu vois, quand j'arrive dans un nouveau pays, je vois un beau paysage, je me dis, waouh, tu vois, ça me stimule vraiment profondément. Donc voilà pourquoi je voyage. Et je voyage aussi beaucoup. Peu de gens le savent, mais professionnellement. Il faut savoir que peut-être 75% de mes voyages, c'est dans le cadre professionnel. Et c'est juste que tu pars en mission pour le travail et tu restes 3-4 jours de plus pour visiter un pays. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup commencé à voyager. La question qu'on se pose aussi, c'est à part voyager, est-ce que tu as d'autres hobbies? Oui, alors j'ai pas forcément de hobby, tu vois, des choses que je vais faire tous les jours, etc. Mais moi, il y a vraiment quelque chose que j'aime, c'est l'éveil des sens, tu vois, utiliser vraiment ma créativité, etc. Et d'ailleurs, quand je voyage, je l'utilise parce que j'en ai fait un métier aujourd'hui, je fais de la création de contenu. Mais je suis aussi, par exemple, une de mes 3 casquettes, je suis aussi décoratrice intérieure. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui touche en fait à l'art, la créativité, le fait tu vois, de penser les choses et de les créer. Voilà. Que ce soit un montage vidéo, comment faire le narratif d'une découverte, comment faire la promotion d'un hôtel, d'un endroit, etc. Ou penser une pièce, la décorer. Tout ça, j'aime beaucoup. La mode aussi. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, tu es hyper créative. Ouais, je me définis un peu comme une entrepreneur créative, tu vois. À mon petit niveau encore, mais je me définis un peu comme ça. Donc, ouais, clairement. Ok. Et donc, ça fait le lien vers notre thème d'aujourd'hui, qui est la santé des femmes. Comme tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier en tant que consultante pour la santé des femmes? J'ai travaillé pendant 8 ans pour des entreprises différentes dans le domaine de la coopération et développement. Donc, bailleurs de fonds, ONG locales et bureaux d'études. Donc, j'avais des postes différents dans ces différentes entreprises, toujours axés en lien avec la santé des femmes ou la santé de manière générale. Et aujourd'hui, je suis consultante parce que je suis à mon propre compte. Donc, en plus de mes 2 autres activités qui sont la création de contenu et la décoration d'intérieur, plusieurs fois dans l'année, je suis sollicitée de manière ponctuelle sur des sujets bien précis en lien avec la santé des femmes de par mon parcours. D'accord. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et ça m'amène justement à me poser la question, aujourd'hui, en Afrique, selon toi, quels sont les plus grands défis auxquels les femmes font face en matière de santé? Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de défis. Je dirais qu'il y en a 4 principaux. À importance égale, je dirais d'abord l'autonomisation financière des jeunes femmes et des femmes. Ensuite, la parité.
La lutte contre les VBG, donc les violences basées sur le genre, hyper important et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et enfin, l'accès à l'éducation primaire, secondaire et l'enseignement supérieur, qui d'ailleurs permet l'autonomisation financière. Donc je pense que ces quatre gros challenges, clairement. Et est-ce que ce sont des challenges qui sont vraiment propres à l'Afrique ou ce sont des challenges qu'on retrouve aussi dans d'autres pays du monde? Non, clairement, c'est dans d'autres pays du monde. Hein. Non, je pense qu'il y a ces questions-là dans tous les pays. Hein. Tu vois, la lutte contre les VBG, que tu sois un pays dit développé ou en voie de développement, c'est une problématique mondiale, malheureusement. Et du coup, pourquoi t'être spécialisée vraiment sur le continent africain? Est-ce que c'est de par justement tes origines, tes voyages, etc. Ou est-ce qu'il y a une autre raison qui t'a poussée justement à te spécialiser dans cette thématique-là, mais vraiment en Afrique? Oui, très clairement, parce que je suis africaine. Donc très logiquement, je vais me tourner vers chez moi. Et après, du coup, j'ai eu mes opportunités professionnelles ici, principalement au Sénégal. Donc très logiquement, j'ai travaillé là. Selon toi, comment tu penses qu'on pourrait justement améliorer la condition des femmes en matière de santé? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas encore été faites ou sont en cours que toi tu recommanderais justement pour améliorer la santé des femmes en Afrique? C'est une question très compliquée parce que, il y aurait énormément de choses à dire et je pense qu'il faudrait plusieurs thèses pour répondre à ça. Donc moi, je vais juste parler de l'angle que je connais, qui est celui de la communication, de la sensibilisation, parce que c'est ce dans quoi j'ai travaillé et je travaille. Pour moi, ce qui est important, c'est l'accès à l'information. C'est le fait de sensibiliser les jeunes et les jeunes filles sur, par exemple, tout ce qui touche à l'accès à la contraception, le mariage précoce et les grossesses précoces, les luttes contre les VBG, les menstruations, etc. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Et ça ne se voit pas forcément, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Après, il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. Il faut des financements pour ça. Gouvernement, entreprises privées, etc. Il faut des financements, il faut plus de monde aussi, plus de moyens techniques et humains pour travailler sur ces sujets-là. Mais je pense que le sujet est quand même bien enclenché. Si je prends l'exemple du Sénégal, il y a beaucoup d'associations, d'organismes, de structures locales et régionales qui travaillent sur ces sujets-là, mais qui, je pense, bien évidemment, ont besoin de plus d'appui et de soutien financier pour travailler. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fière, une action peut-être que tu as mise en place dans le cadre de tes missions? Est-ce que tu as un exemple à nous partager? Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Après, celui qui me vient surtout en tête, c'est parce que c'était une activité dans le cadre d'une campagne en fait de sensibilisation qu'on faisait au Sénégal. Et j'avais trouvé, c'était très intéressant à préparer déjà en équipe. C'était une IBD en fait, on mettait en scène un dialogue entre un parent et un enfant sur les menstruations. Et en fait, déjà même dans notre équipe, quand on travaillait sur ce petit projet-là, il y avait beaucoup de différences parce que il y avait des femmes, des hommes, différentes cultures, etc. Donc nous-mêmes déjà, on voyait, tu vois, comment faire ce narratif d'un point de vue culturel et c'était vachement intéressant d'un point de vue créatif aussi. Et comment vraiment, la véritable question, comment parler à un enfant de ces sujets-là dans nos cultures, tu vois. Donc c'était très intéressant. Et après, quand la IBD a été déployée, on a vu des parents au Sénégal contents, ou des tatas, des tontons, tu vois, contents d'avoir un outil de communication avec leurs filles, leurs nièces, leurs neveux, leurs fils, etc. Et des jeunes contents d'avoir l'information parce qu'ils ne connaissent pas forcément leur corps, ils ne savent pas ce qui se passe et c'est important qu'ils le sachent. Mais est-ce que tu penses parce que tu parlais de difficultés justement à échanger sur le sujet, est-ce que tu penses que c'est propre à la santé des femmes ou c'est la santé en général? Est-ce que le fait d'échanger, des enfants qui échangent avec leurs parents sur la santé, la santé féminine, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à aborder en Afrique ou est-ce que c'est vraiment plus largement le sujet de la santé? Moi, je pense que c'est même encore plus large que ça. Je pense que le dialogue même parent-enfant est très différent, tu vois, dans nos cultures. On ne parle pas forcément.
Avec ton père, ta maman, tu parles pas forcément, vous allez parler, bonjour, ça va, etc. Tu vas pas rentrer dans les détails, peu importe le sujet. C'est clair. Même si tu as eu un problème à l'école, tu vas pas forcément le dire. Tu vois, il y a une certaine pudeur et il y a une grosse distance dans ces cultures-là. La culture française, c'est différent. Donc, je pense que déjà, il y a ça. Et alors, encore plus, si on parle de sexualité, là, on est largué, là. Non, mais c'est vrai. Après, est-ce que c'est quelque chose qui change, tu penses, avec les générations ou pas? Oui, je pense que ça change justement parce que il y a beaucoup de gens qui à travers d'ailleurs aussi les réseaux sociaux, à travers tout ce que les organismes peuvent faire, il y a des moyens de communication aujourd'hui pour donner envie, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt le courage aux enfants peut-être de parler, ou l'envie, la volonté aux parents de discuter avec leurs enfants. Et il y a des outils aussi où les enfants ont l'information tout seuls de nos jours. Tu vois, avec les réseaux sociaux, tu as tout, si tu veux avoir les informations. Bien sûr. Mais du fait de ton, du fait de ton statut de créatrice de contenu, du coup, ça m'amène justement à me poser la question, pourquoi ne pas utiliser justement tes réseaux sociaux pour communiquer sur la santé des femmes, en parallèle de tout ce que tu fais, toutes les autres belles choses que tu fais. Voilà, est-ce que c'est volontaire d'isoler vraiment ce sujet qui est vraiment un sujet qui est abordé dans le cadre professionnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être un jour arrivera sur tes réseaux, je sais pas. Alors, c'est pas totalement isolé non plus, parce que des fois j'en parle, quand je vais faire des campagnes avec des ONG, etc., j'en parle, mais c'est qu'en fait, pour le moment, si tu veux, je dissocie un peu toutes mes activités. Je préfère faire les choses quand elles sont bien faites, tu vois. C'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, Girl Woman Africa, c'est aussi un nom qui m'amènera à faire ça sur la place publique. Je vais peut-être créer une association, à faire des projets, voilà. Mais pour le moment, c'est vrai que je reste un petit peu en retrait. Tu vois, on parle de voyage. Oui. Tu sais, quand tu construis une communauté, faut pas trop éparpiller tes sujets, à moins que vraiment après tu ramènes tout sur ta personne et là tu mets en avant tout ce que tu fais. Donc c'est un processus. Et la déco, du coup, tu nous as parlé de déco d'intérieur. Comment t'es venue cette idée de te lancer parce que c'est vrai que c'est complètement aux antipodes, du coup, de ce que tu fais actuellement. On va écouter, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Non, mais en fait, c'est comme je disais, je suis très créative, je me sens bien quand je crée. J'aime créer des espaces harmonieux, j'aime faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux, par exemple. Et donc, en fait, ça m'est tombé dessus. Je suis tombée sur quelqu'un un jour qui m'a dit « Ah, j'ai besoin d'aide pour meubler mon appartement ». J'ai dit ok, j'ai donné 2-3 idées, tu vois, ça m'a plu et en plus c'était joli à la fin, tu vois. Donc après j'ai creusé, j'ai vraiment monté ma boîte, j'ai structuré le tout. C'est d'abord une boîte dans l'immobilier avant d'être dans la décoration d'intérieur. Et du coup, comme je suis en consultance dans tout ce qui est santé des femmes, ça me dégage du temps, parce que je ne suis pas en full time dessus maintenant, ça me dégage du temps pour cette boîte-là et je jongle entre les trois avec la création de contenu. Et en fait, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que ce qui relie tout ça, c'est vraiment à chaque fois l'humain. En fait, dans tout ce que tu dis, on retrouve l'humain et on se dit, est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que c'était un rêve pour toi, un jour, de pouvoir faire quelque chose pour aider les autres, pour conseiller tu nous as parlé de santé des femmes, de déco d'intérieur, de création de contenu, tu partages tes voyages, t'es pas obligé, t'aurais pu ne pas le faire, juste... voilà, voyager et garder toutes ces informations pour toi. Mais du coup, voilà, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui t'amène en fait à vouloir aider les autres, à vouloir partager autant. Ouais, moi, j'aime m'exprimer en fait, tu vois. Si tu remarques dans les trois, c'est l'idée d'expression, de conseil, d'avoir une voix pour dire quelque chose ou pour communiquer avec l'autre. Parler, mais écouter aussi. Donc oui, après... tu vois, tout ce que je fais là, je ne l'ai pas, comment dire, c'était pas organisé à la lettre. Par contre, depuis que je suis petite, je sais que je voulais être entrepreneur, tu vois. Donc après, dans quoi, comment, ça c'est la vie. Si tu devais changer quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que tu parles de quelque chose de possible à changer ou d'un tout ce que tu veux. On te donne un super pouvoir, on te dit que tu as la possibilité de changer le monde.
changer une chose. Changer une chose, j'enlèverais la haine dans le cœur, tu vois, des gens. C'est ça que je changerais. Tu penses qu'il y a beaucoup de haine dans ce monde, beaucoup de personnes... Oui, j'enlèverais en fait ce qui n'est pas possible. Mais ouais, les émotions négatives, tu vois, c'est ça qui est à la base de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes. Donc, ouais. Mais c'est pas possible. Pas pour le moment, mais on sait jamais si un jour... À moins que tu aies le super pouvoir, moi je sais pas. Mais est-ce que tu penses que un monde fait de gentil, c'est quelque chose qui est viable sur le long terme? Est-ce que si on enlève vraiment tout ce qui est mauvais, est-ce que le bon peut vivre sans le mauvais? Je pense que le bon existe parce qu'il y a le mauvais. Et le mauvais est important dans le sens où c'est ça qui pousse, par exemple, une société ou un individu à se réinventer, à grandir, etc., à évoluer. Ça, on est d'accord. Mais pour répondre à la question vraiment de manière complètement lunaire, oui, je dirais on enlève la haine des gens. Ça éviterait les guerres, ça éviterait... c'est clair. Tu vois. On serait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. C'est clair qu'un monde sans émotions négatives, c'est un monde serein. Mais est-ce que c'est un monde humain? Non. Parce que l'humain est... Tel qu'on le connaît, non. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as un grand rêve? Parce que tu nous as dit que voilà, déjà ce que tu faisais, ça faisait partie de tes rêves, hein, de ce que tu avais voulu accomplir déjà depuis longtemps. Est-ce que tu as encore un rêve qui ne s'est pas encore réalisé? Moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas genre de rêve dans le sens où j'ai pas, je veux avoir ci, je veux faire ça. Ça, pour moi, c'est des objectifs. Tu vois, c'est pas un rêve dans le sens où c'est des objectifs qui sont atteignables. Est-ce que je vais les atteindre? Je sais pas, mais c'est à ma portée et c'est à la portée de beaucoup de personnes parce que je crois au pouvoir de l'action et je crois au fait que on peut tous arriver à ce qu'on veut. Tu vois, on peut. Après, est-ce que ça va se faire? Ça, c'est le plan de Dieu. C'est autre chose. Mais on peut. Donc, je perçois pas, genre, tu vois, les choses de la vie comme des rêves. Par contre, ce qui, pour moi, s'apparente plus à un rêve, ou plutôt à ce qu'on peut appeler le bonheur, tu vois, c'est toujours avoir la paix du cœur, la paix de l'esprit, essayer d'être une bonne personne au quotidien, être bien, tu vois. Ça, je pense que être en bonne santé, physique et mentale, avoir de l'amour autour de soi, partager de l'amour autour de soi, tu vois. Moi, tu me dis un rêve, ben, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plein de fois et que j'espère encore vivre plein de fois. Un repas de famille en été, tout le monde est content, tout le monde est en bonne santé, on mange de la bonne nourriture, on boit du bon vin, tout le monde est heureux. Ça, c'est le rêve, tu vois. Donc moi, ça, c'est ma définition, juste la paix et l'amour. Pour moi, c'est ce qu'il y a. J'ai ça dans ma vie, différentes périodes, et c'est ce que je veux. Ouais. Et du coup, ça m'amène à me poser la question de la suite, en fait, Emma. On se demande, c'est quoi la Emma dans 4 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets futurs? Comment tu te projettes pour la suite? Alors oui, j'ai des projets futurs. Après, je ne peux pas forcément rentrer trop dans le détail, mais oui, par exemple, si je parle de la création de contenu, des collaborations avec un certain type de marques que je vise ou qui vont arriver, toujours dans le domaine du voyage, peut-être aussi un petit peu plus de la mode. Aussi, je me tourne beaucoup plus aussi vers ça un petit peu. Dans le domaine de la santé des femmes, moi, je souhaite créer c'est déjà en place, mais davantage communiquer sur mon association que j'ai aussi, faire des projets sur la santé des femmes, des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus impactantes, continuer aussi la consultante et monter, faire grandir ma boîte, clairement, que j'ai créée récemment. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes qui aimeraient, comme toi, entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, mais c'est pas forcément facile d'entreprendre. Souvent, quand on commence, on s'y heurte, on se dit « Waouh, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. » Donc voilà, donc est-ce que toi, de par toutes tes expériences dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui aujourd'hui se dit « Voilà, moi aussi, j'aimerais entreprendre et vivre la vie dont j'ai toujours rêvé ». C'est très difficile. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, je le dis souvent, même avec mon entourage qui fait aussi ça, c'est vraiment une épreuve de foi, vraiment.
parce que il y a ce que tu prévois, il y a ce qui se passe, la gestion des imprévus, les soucis financiers, des belles victoires aussi. Enfin, tu vois, t'as vraiment de tout. T'as toutes les émotions, du stress à ne pas savoir comment gérer quelque chose, avec de qui tu t'entoures. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Oui. Mais pour moi, c'est magique parce qu'il y a juste un truc qui fait que je fais ça et que je continuerai, c'est la liberté. Tu vois, le fait de se dire, je suis libre en fait de faire ça. Mais pour pouvoir, il faut donc avoir une forte valeur de liberté, mais pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a derrière, toutes les difficultés derrière, en fait, il faut être très solide et il faut vraiment croire en son projet. C'est-à-dire, mais y croire profondément, c'est-à-dire limite bêtement. Même si 15 personnes viennent te dire non, continue, passe à l'action, fais. Et aussi, quelque chose que j'ai appris vraiment cette année, c'est le passage à l'action, être en mouvement. Voilà, on peut pas tout contrôler. Il y a des choses vont se passer positivement, négativement, mais il faut passer à l'action, il faut persévérer et être très résilient. Il faut être solide vraiment psychologiquement. Donc ça, c'est homme comme femme. Et après, quelque chose de peut-être plus spécifique aux femmes que j'ai remarqué déjà chez moi, mais aussi chez les autres, c'est, je pense qu'en fait, on a un problème de confiance en nous. Qui fait que c'est pas qu'on n'a pas les capacités, hein, on a clairement les capacités, mais on va s'épuiser rapidement, tu vois. On va pas forcément être très endurante. Encore une fois, pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'il y a un moment où, tu vois, ça bloque, et ci, et ça, et je me pose des questions, on va être dans la réflexion, dans l'entre, tu vois, dans notre tête, alors pendant que peut-être, après c'est un petit peu, tu vois, je cliché ce que je dis, mais alors que peut-être les hommes, de ce que j'ai observé dans mon entourage, vont être moins dans la réflexion, plus dans l'action, tu vois. Et je sais pas s'ils ont forcément plus confiance en eux ou pas, mais ils se disent on fait, tu vois, et on verra. Nous, on va peut-être tellement un peu trop réfléchir qu'au final, on va pas forcément faire, tu vois. Parce qu'en réfléchissant, c'est bien, parce que tu prévois peut-être plus les choses, mais dans le fait de prévoir les choses, les doutes arrivent. Et du coup, après, tu vois. Donc, moi, depuis que j'ai essayé de contrôler un peu mon esprit et toutes les questions qui peuvent arriver et que juste tu agis, tu fais, ça se passe mieux. Non, mais moi, je te rejoins totalement. Et notamment sur ce que tu disais par rapport à la détermination. Je pense que c'est important de croire en soi-même. En fait, on veut souvent que les autres croient en nous, nous motivent, etc. Mais je pense que le gros travail, il est à faire sur soi-même. Et ça rejoint un peu la phrase d'Oulimata sur la détermination et le fait que les femmes ont autant de chance de réussir. En tout cas, elles ont les capacités. Mais on se freine beaucoup pour parfois pas grand-chose. Parfois, c'est vraiment... c'est des doutes qui sont vraiment intérieurs. Et quand on dépasse ça, on se dit, mais en fait, je peux le faire. Et ça ouvre une première porte, une deuxième, une troisième. Et ça nous permet aussi, du coup, de réaliser ce qui nous paraissait impossible au premier abord. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi dû à la société ? Est-ce que c'est pas aussi le manque de confiance des femmes, le fait que on se remette beaucoup en question, notamment, ça touche à l'entrepreneuriat, mais pas que. Il y a beaucoup de sujets aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec l'estime de soi, la manière dont les femmes, elles voient leur corps, etc. Moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il faut, c'est... la société, les gens sont tels qu'ils sont, tu vois. C'est savoir s'entourer des bonnes énergies et des personnes qui nous permettent... dont l'énergie nous permet de nous tirer plus haut, tu vois. Depuis que mon cercle amical est davantage constitué d'entrepreneurs, ça m'encourage au quotidien, puisque déjà nos discussions, ça va être ça. Leurs mindsets sont similaires aux miens. Donc, même si des fois j'ai des difficultés, je vais parler avec un tel, une telle, etc. Ah oui, moi j'ai vécu ça, etc. quand j'ai créé ma boîte la dernière fois. Donc, on s'entraide, tu vois. Donc, l'entourage qui est à côté de toi au quotidien, avec qui tu parles, qui tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes aussi? Quels sont les livres que tu lis? Quelles sont les vidéos que tu regardes? De quoi tu te nourris? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, tu as le point de vue d'une créatrice de contenu. On s'imagine que tu passes 20 heures par jour sur les réseaux sociaux, etc. J'ai une limite de 1h45 dans mon téléphone, pour te dire. Je pense que je suis la créatrice de contenu qui est le moins sur les réseaux sociaux. Mais comme quoi, au final, tes contenus sont
d'hyper bonne qualité. Et Merci. je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes te suivent sur les réseaux. On s'identifie à toi. Quelque part, on se dit, ah, Emma, elle est partie à Bali. Bah, nous aussi, on a envie de découvrir, etc. Donc, franchement, merci pour ça. S'il y avait une dernière chose que tu aimerais partager avec le monde entier, est-ce qu'il y a une chose qui, toi, te semble essentielle et que tu souhaites justement partager et qui sera repris du coup dans le prochain podcast? Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Mais une phrase que je dis souvent quand on me demande comme ça une citation, c'est une citation très connue et assez bateau, mais que vraiment je trouve hyper importante, de Confucius, qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour ». Et en fait, pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident tous les jours. Mais je pense que c'est important de vivre avec son cœur. Genre d'être passionné par les choses, par ce qu'on fait, peu importe ta passion, peu importe ce que tu aimes, il y a pas de choses qu'il faut aimer ou ce qu'il faut faire. Les réseaux sociaux, des fois, ça nous fait comme si on devait tous aimer la même chose. Non. Ouais. Mais je trouverais ça dommage. En fait, pour moi, c'est dommage de vivre une vie, c'est vraiment mon avis, hein, de vivre une vie où ton cœur n'est pas dans tout ce que tu fais. Voilà. Alors, bien évidemment, on doit travailler pour vivre, enfin, du moins le système a été fait comme ça, mais faisons quelque chose qu'on aime, tu vois. Que le quotidien, que les journées, les heures qu'on passe réveillés, que ce soit, qu'on soit heureux en fait de faire ce qu'on aime, c'est important, je pense. Oui, sachant qu'on n'a qu'une vie, donc il faut vraiment en profiter. En tout cas, merci Emma pour cette interview vraiment très enrichissante, et merci de nous avoir permis de te découvrir en dehors justement des réseaux sociaux. Et franchement, je pense qu'on a appris beaucoup, et on regardera du coup maintenant tes contenus d'un autre œil. Peut-être. Et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. On a hâte de voir tous les projets que tu mènes. Et on espère te revoir très bientôt dans le prochain podcast des Filles du Monde. Merci Abby, je te souhaite aussi toutes les réussites avec les Filles du Monde. C'est un très beau projet, donc félicitations à toi. Merci à tous d'avoir suivi le 2e épisode du podcast Filles du Monde. On se retrouve bientôt pour encore plus de témoignages des Filles du Monde. Mais en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt!